Hello, aujourd'hui je te retrouve pour le bilan culturel du mois de janvier. Alors, cette fois, ce mois-ci a été extrêmement productif au niveau des sorties culturelles et des choses que j'ai pu voir. Donc, je vais commencer par te parler des expos, mais comme j'en ai fait beaucoup, peut-être que ça sera coupé en deux parties. Où du coup, peut-être dans cette première partie, du coup, je vais te parler que d'expos. Et dans la seconde, ça va être tout ce qui va être bouquins, séries, films et tout, parce que sinon ça va être vraiment trop long. Parce que, mine de rien, j'ai vu pas mal de choses ce mois-ci pour rattraper un petit peu les derniers mois qui étaient vides au niveau sortie culturelle. Mais ça, je vais t'expliquer. Enfin, je le mentionne un petit peu le bilan. Dans mon bilan du premier semestre de mon M1. D'ailleurs, dans la vidéo, je serai habillée pareil, vu que je tourne le même jour. Je sais pas si je posterai mon bilan du S1 M1 avant mon bilan culturel, donc bref, je te le dis dans les deux vidéos, je suis habillée pareil, c'est normal, c'est le même jour. Bref, du coup, je vais commencer comme d'hab, j'ai mes notes sur le côté, donc désolée si je te regarde pas, mais faut que je me souvienne de tout ce que j'ai fait. En plus, j'ai une petite transition cool. Bon, j'arrive. Alors, hier, je suis allée voir Tolkien, Voyage en Terre du Milieu. Tolkien, c'est celui qui a écrit Le Seigneur des Anneaux. C'est un professeur. Oui, si tu sais pas, il était professeur à Oxford, donc bon, il pèse un peu dans le game déjà. C'était une expo qui était quand même très intéressante. C'est une grande expo. Donc, prévoit quand même un petit peu de temps. Ça se finit le 16 février. C'était quand même une grande expo, donc prévois 1h30, 2 heures, et si t'es vraiment un gros fan, peut-être un petit peu plus de temps. Ce qui était intéressant dans cette expo, c'est que oui, ils ont abordé Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, etc., mais pas seulement, parce que Tolkien n'a pas fait que ça, et du coup c'était assez intéressant. Le titre Voyage en Terre du Milieu, je trouve que l'expo porte très bien ce titre, parce que vraiment l'exposition va essayer de te faire cheminer à travers un voyage, à travers la carte du Seigneur des Anneaux, où tu vas passer d'espace en espace. Voilà, et la scénographie peut changer, par exemple pour le Mordor, le sol est rouge, pour bien te faire comprendre que voilà, t'es dans le Mordor. Donc voilà, ça c'était plutôt sympa au niveau scénographie. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on te montre les écrits originaux de Tolkien. Donc si t'es un grand fan, je pense que ça peut te faire extrêmement plaisir de voir les vrais manuscrits. Moi, je suis pas une fan hardcore. J'ai regardé Le Seigneur des Anneaux quand j'étais plus jeune. Je t'avoue que ça fait très longtemps que je les ai pas vus et cette expo m'a donné extrêmement envie de les revoir. Je suis pas du coup une fan hyper hardcore et tout. J'ai retenu des noms, mais je t'avoue que j'en avais oublié certains. Mais c'est quand même accessible pour tous. Et du coup, ce qu'ils vont faire, c'est du coup te montrer les écrits de Tolkien. Ils te montrent du coup l'univers du Seigneur des Anneaux ou d'autres écrits, notamment des poèmes qu'il a pu faire, etc. Donc on te montre tout ça, on te montre aussi les dessins et les aquarelles qu'il a pu faire, et ça c'était vraiment très intéressant parce que je ne savais absolument pas qu'il dessinait Tolkien, donc ça c'était vraiment super à voir, et c'est vraiment... il a imaginé quand même tout un univers, il a inventé toute une langue, enfin plusieurs langues, enfin il a vraiment inventé, enfin il avait un imaginaire de fou, et c'est vraiment hyper intéressant de voir ses dessins, de voir ce qu'il écrit, et vraiment super. Et donc, on te présente ça. Et puis après, juste ensuite, tout ça, on te présente ce qui a pu être ses sources d'inspiration et ce qui ont été ses sources d'inspiration, notamment la mythologie nordique, l'époque médiévale, ce genre de choses. Donc, surtout qu'il était professeur de lettres et professeur de lettres médiévales et linguiste de anglais ancien. Donc, forcément, voilà, c'est des choses auxquelles il est assez attaché. Et donc c'est très intéressant de voir où il a pu tirer ses inspirations pour créer tout son univers et tous ses mondes. Donc c'est vraiment hyper cool. Après, tu vas avoir une phase aussi où on va plus t'expliquer qui est vraiment Tolkien. Tu as notamment son bureau et sa vraie chaise où il écrivait et tout. Donc voilà, c'est assez intéressant à voir. Donc vraiment, c'était vraiment une bonne expo, assez accessible. Il y a aussi un parcours prévu. J'ai un voisin qui court dans le couloir, je suis désolée.
Il y a un parcours qui est prévu aussi pour les enfants, donc c'est plutôt cool. Alors moi je l'ai faite gratuitement parce que j'ai le pass étudiant-chercheur, enfin j'ai le pass chercheur tout court de la BNF, donc pour moi c'est gratuit, mais j'ai payé un forfait de 35 € pour accéder au rez-de-jardin et faire mes recherches à la BNF, donc voilà. Donc pour moi c'était gratuit, mais attends, j'ai peut-être les tarifs là. Pour les moins de 18 ans, c'est 9. Alors, c'est 11 € en plein tarif, tarif réduit 9 € et c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Donc voilà. C'est une expo où il me semble qu'il y avait quand même pas mal de monde. Enfin, généralement, quand j'allais faire mes recherches et que j'allais pas à l'expo, je voyais pas mal de queues. Moi, quand j'y suis allée, c'était sur le temps du midi, donc il n'y avait pas énormément de monde, mais il y avait quand même des gens, et puis c'était le vendredi, grève, donc voilà, pas trop de monde. Donc moi je te conseille de toute façon généralement pour les expos d'y aller le matin ou sur le temps du midi, c'est là où il y a le moins de monde. Donc voilà, donc ça c'était vraiment une bonne petite expo, enfin une petite expo, non, une grande expo. Donc je te le conseille, ils ont vraiment beaucoup de choses à présenter. Donc voilà. Et c'est la première fois en France qu'on a autant de manuscrits et de dessins originaux présentés. Donc autant aller voir ça. Donc ça c'était vraiment une bonne expo. Donc voilà. Ensuite, rien à voir, je suis allée à Orsay pour voir. Donc en ce moment ils ont 3 expos. Donc il y en a certaines qui sont finies. Bon, c'est pas grave. Donc je suis allée voir l'expo sur Huysmans. Et c'est un critique du 19e siècle, donc pour moi c'était assez intéressant, vu que mon mémoire est en spé 19e. C'est un critique qu'on connaît pas forcément, mais moi j'en ai déjà entendu parler parce que je fais des recherches sur cette époque, donc forcément voilà. Donc le commissariat d'exposition, il était aussi assuré par un artiste contemporain, Francesco Bezzoli. J'ai le prospectus parce que sinon je vais pas retenir. Mais ouais, du coup c'était assez intéressant. Il y avait des œuvres où j'étais très contente de les voir, notamment les œuvres de Moreau, parce que j'aime beaucoup ce que fait Moreau, donc j'étais très contente de voir ça. Du coup on t'explique un petit peu son rapport avec l'art, notamment avec des artistes qu'il va beaucoup apprécier, etc. Et c'est un cheminement chronologique, donc on va faire l'exposition dans le bon sens. Chaque salle, enfin chaque partie a une scénographie précise. Par exemple, faut que je m'en souvienne, mais je suis plus du tout sûre de ce que je vais dire. La première, il me semble, c'était parquet, mur blanc, façon white cube. Donc voilà, un truc plutôt classique. Seconde partie, c'était beaucoup plus sombre avec un espèce de grand papier peint qui représentait un intérieur 19e, voilà, avec des œuvres un peu partout. Et la troisième partie, c'était une salle très petite, assez sombre, très noire, avec des énormes peintures de l'artiste contemporain que je viens de te citer, avec des représentations, je me souviens plus si c'était une crucifixion ou une descente de croix. Il me semble que c'était une crucifixion, parce que j'y suis allée au début du mois, donc je t'avoue que j'ai pas tout retenu. Enfin, je suis peut-être pas allée au début, je sais plus. J'ai une mémoire de coton rouge, donc voilà. Ce qui est assez intéressant, c'est de mêler du coup les œuvres de Francesco Bezzoli, parce que parfois, genre, j'étais dans des salles et je me disais, oula, ça c'est pas 19e, ça me paraît bizarre, et après je voyais que justement c'était des artistes, donc tout à fait normal. Donc ma foi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Je t'avoue que la dernière salle, j'étais pas forcément très à l'aise dedans, parce que je pense que c'était l'effet aussi un peu. Enfin, il me semble que dans la dernière salle, il expliquait que c'était pour représenter la révélation de Huysmans ou quelque chose comme ça. Je t'avoue que moi j'étais juste pas très à l'aise dans cette salle et que je trouvais que c'était très. Ouais, j'ai pas trop kiffé la dernière salle, hein, on va le dire clairement, j'ai pas trop aimé la dernière salle, je trouvais ça très. J'ai pas les mots là, j'arrive pas à poser des mots sur ce que je ressentais, mais je trouve ça vraiment pas top pour la dernière salle. Les autres salles ça allait, et puis les œuvres contemporaines se mêlaient bien justement aux œuvres du 19e. Par contre, là tu vois sur. Bon, ça c'est la couverture du coup du catalogue d'expo, de l'exposition, tout ça. Sauf que en fait c'est pas Huysmans dessus, c'est Robert de Montesquieu.
voilà, qui est une personne très influente à son époque. Euh, donc je t'avoue que bon, c'est pas forcément top de mettre Robert de Montesquieu pour une exposition Huysmans. Mais bon, c'est pas moi qui fais la direction artistique et je suis pas à la communication du musée d'Orsay. Mais c'est juste un petit point, voilà, comme ça. Du coup, voilà. Elle est jusqu'au 1er mars. J'essaye de voir si j'ai bien tout dit. Je te mettrai la vidéo de l'artiste italien qui parle de ses choix de scénographie que j'ai trouvé quand même assez intéressante à regarder. Elle dure vraiment pas longtemps en plus. Donc voilà, si t'as un petit peu de temps, n'hésite pas à regarder ça si t'es intéressé par cette expo. Je trouve que c'est pas mal de la regarder avant de faire l'expo d'ailleurs. Du coup, dans le programme, ce qui est plutôt sympa, c'est que du coup c'est réparti en fonction des salles et pareil au niveau des couleurs, tout ça. Et du coup tu as un dialogue entre les deux commissaires d'exposition, donc entre l'artiste et le commissaire. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc voilà, je te conseille vraiment de regarder la vidéo où l'artiste t'explique pourquoi ses choix de scénographie. Je pense que c'est quand même pas mal de la regarder avant d'aller à l'expo. Ça va un peu te laisser moins perplexe, je pense. Ensuite, si tu continues du coup dans les expositions dans l'ordre à Orsay, on avait, je vais pas prononcer le nom de l'artiste, j'ai pas envie de mal prononcer, donc on avait cet artiste-là, et là par contre on est dans du très très contemporain, et il va essayer de te montrer la vision qu'il a du musée d'Orsay. Donc moi qui connais pas mal le musée d'Orsay et qui connais pas mal cette époque, qui connaît pas mal le 19e, 20e. Évidemment, quand je voyais ces œuvres, j'avais des résonances par rapport à des œuvres du musée, notamment il y avait des vases, j'ai tout de suite pensé à Galet ou Grasset, je les confonds toujours. Mais voilà, j'ai tout de suite pensé à Art Nouveau, etc. Surtout que je suis en plein dedans, donc voilà, moi je voyais les résonances et tout. Mais c'est vrai que si tu viens des collections d'Orsay, que tout d'un coup tu atterris dans cette salle, ça peut surprendre. Du coup, j'ai un peu regardé les gens qui arrivaient dans ce... Il y avait juste 3 petites salles qui étaient prévues pour cet artiste. C'est vrai que les visiteurs étaient très interloqués et étaient très surpris face à ça. Il y avait quelques rires. Voilà, bon, c'est des réactions assez communes face à l'art très contemporain, l'art actuel. Donc, du coup, j'étais pas trop surprise. Et puis, généralement, les gens passaient très vite dans ces salles. C'était un peu en mode, je comprends pas ce que c'est. Puisque, en fait, en plus de ça, les cartels n'étaient pas à côté des œuvres. Les cartels, je te donne l'astuce, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Mais les cartels sont juste ici, dans le prospectus. Donc voilà, ça peut être un petit peu compliqué si t'es pas très réceptif à l'art contemporain, je peux comprendre que ça te plaise pas forcément. Moi, je trouve ça quand même assez intéressant, mais je t'avoue que ça m'a pas non plus transcendé plus que ça, quoi. Donc bon, ça peut être assez intéressant, mais je t'avoue que les gens n'étaient pas forcément très réceptifs, enfin, et respectaient pas trop non plus l'artiste, parce que, enfin, ce flyers, du coup, t'as dû le voir sur mes photos, là, que j'ai dû mettre à un moment donné, ou si tu as vu sur Instagram, genre ces flyers, ils les mettent sur les socles des œuvres et tout, donc voilà, c'est pour donner un petit peu les impressions qu'ont pu avoir la majorité des visiteurs que j'ai pu voir dans ces salles, et bon bref, c'était un peu compliqué. Les gens ont pas forcément compris, quoi, ce qui est aussi normal quand il y a très peu d'explications autour de ça. Ça peut être un petit peu compliqué aussi quand les gens ne s'y intéressent pas et ne lisent pas ce qu'il y a marqué quand il y a des choses de marquées. Donc forcément, voilà, surtout dans un lieu comme ça, c'est pas forcément le centre Pompidou, donc les gens s'attendent pas forcément à voir ce genre de projet, je pense. Mais bon, moi, je suis très neutre face à ça. Cet artiste m'a pas transcendé, mais je le déteste pas non plus. Je suis neutre, on va dire, sur une échelle très neutre. Et ensuite, je pensais qu'en fait c'était fini, mais en descendant euh, à l'étage du dessous à Orsay, je me suis aperçue qu'il y avait encore 2 gars à l'opéra. Donc 2 gars, ça normalement, je pense que tu dois connaître un petit peu.
Si tu connais pas, c'est un artiste du 19e qui s'inscrit dans l'impressionnisme Monet. Ça, normalement, tu dois à peu près connaître. Cette expo, elle est finie par contre. Alors, cette expo, il y avait vraiment beaucoup de monde, ce qui m'a un peu très vite saoulée parce que ça peut être compliqué de circuler dans certains espaces qui étaient réservés à Degas. Donc du coup, ça va vraiment être Degas à l'opéra comme le titre l'indique et on va voir du coup ces représentations du monde de l'opéra, mais aussi un petit peu du Paris du 19e qui est un Paris qui se divertit. Donc voilà. Mais Degas ne montrait pas que l'aspect que l'aspect scintillant et doré de l'opéra, puisque bon, à l'époque, les danseuses, c'était pas les mêmes choses qu'aujourd'hui. Hein. Beaucoup de ces danseuses pouvaient être des prostituées, elles avaient des conditions de vie qui n'étaient pas forcément top, et donc tu peux voir dans certaines de ces œuvres des hommes qui sont très proches de certaines danseuses, qui sont un petit peu leurs favorites. Il faut que j'essaye de retrouver le... Il n'y est pas, mais je te mettrai l'œuvre à laquelle je pense. Mais voilà, il te peint un petit peu ce monde mondain qui vient voir ses représentations. Il te peint évidemment des représentations de ces danseuses, mais pas que. Il te montre aussi les orchestres, etc. Et t'as pas que ça, t'as aussi des maquettes d'opéra. C'est vraiment en fait Degas à l'opéra, mais aussi l'opéra au 19e, quoi. Donc c'est une expo qui est assez intéressante, il y a une grande profusion d'œuvres, non, elle était vraiment pas mal. Ça, c'était pas mal. C'était aussi une grande expo, mais voilà, il y avait quand même pas mal de monde. En plus, Degas a quand même fait... a quand même une partie de son œuvre qui est vraiment très très centrée sur le monde de l'opéra, donc voilà, tu peux voir les différents motifs qui composent l'opéra et le monde qui l'entoure. Donc c'était vraiment plutôt pas mal. Et tu vois aussi le rapport que Degas a avec ce monde, l'opéra, etc. Donc ça c'était une exposition plutôt pas mal. Je te conseillerais de regarder le catalogue d'exposition vu que là c'est fini. Et belle transition, je suis très fière de ma transition. Je vais le mettre avec les expositions, mais je suis allée voir le ballet Giselle à l'Opéra de Massy hier soir en fait. Donc l'histoire de Giselle, ça raconte quoi? Giselle, c'est une paysanne qui va tomber amoureuse d'un roi qui est déguisé en paysan, sauf que quand elle va le découvrir, elle va pas supporter ce mensonge et elle va mourir. Donc voilà, donc c'est pas forcément très fun. La première partie du ballet est très très joyeuse, fun, avec beaucoup ouais, c'est très fun, quoi, parce que je t'avoue que je m'y connais pas trop en ballet, etc., donc je vais pas te faire une analyse ultra poussée, mais je vais te dire un petit peu ce que j'ai pu voir, ressentir, apprécier. Et puis dans la deuxième partie, elle va renaître sous la forme d'une Willy. Je ne sais pas ce que c'est une Willy, j'ai pas encore fait mes recherches, mais de ce que j'ai compris, c'est un esprit fantomatique, un peu vengeur, sauf qu'elle, elle a pas du tout envie de se venger, et puis elle va pardonner le roi, etc. Et s'ensuit, voilà, tout un périple pour essayer d'épargner son bien-aimé, parce que oui, les Willy tuent les hommes en les faisant danser jusqu'à la mort. Donc voilà, elle essaye que son bien-aimé soit épargné, que la reine des Willy, on va l'appeler comme ça, elle avait une couronne, reine des Willy, soit épargnée, donc voilà, elle va réussir, mais bon, le roi finit pas, enfin le prince ne finit pas forcément dans le meilleur état mental possible, mais voilà, puis elle est disparue pour toujours. Donc voilà, donc la première partie était très fun, j'ai beaucoup aimé les costumes d'ailleurs. La première partie était beaucoup plus fun, c'est toute l'étape où t'as la rencontre avec le prince, où voilà, ils apprennent ils se charment, etc. C'est vraiment le bonheur, tout ça. Il y a
Il y a enfin, beaucoup de danses très vivant. Oh, j'ai aucun vocabulaire. Il y a beaucoup de danses très dynamiques, ça bouge beaucoup, ça saute partout, voilà, c'est très joyeux. Notamment la scénographie était vraiment top, les décors aussi, et donc là on était vraiment avec une lumière vraiment très solaire, un décor paysan mais très ambiance podane, un petit peu très podane dans podane de Jacques Demy, voilà, très solaire, très vif, très joyeux. Et puis après la deuxième partie, alors là, on est dans un cimetière, c'est très sombre. Quand les Willy commencent à apparaître, on a... D'ailleurs, ça se dit Willy ou Willy? Parce que je sais même pas c'est de quelle origine ce mot. Je suis une inculte, c'est pas grave. Donc là, c'est un paysage beaucoup plus sombre. Le décor, enfin même la lumière est très sombre en fait. Enfin, là, il y a très peu de lumière. Les costumes ont radicalement changé pour un aspect plus fantomatique. Elles ont les ballerines avaient des longues jupes en tulle qui donnaient vraiment un aspect très vaporeux du fantôme et elles se déplaçaient vraiment de façon très fantomatique. Même leurs expressions étaient beaucoup plus sévères comparées à la première partie où les expressions étaient extrêmement joyeuses et même naïfs pour Gisèle. Là, dans la seconde partie, c'était pas la même ambiance, il y avait des éclairs et tout, mais il n'y avait pas des ambiances éclairs cheap, tu vois, c'était vraiment bien fait. Les danses étaient beaucoup plus déchirantes, beaucoup plus tristes, donc vraiment, c'était vraiment top, moi j'ai trouvé. Ah, c'est pas un prince, c'est un grand seigneur, mais comme elle est paysanne, tu vois, ça se fait pas normalement. Voilà, c'est un ballet romantique. Donc, vraiment, moi j'ai pas vu le temps passer. Un peu. J'ai pas vu le temps passer, c'était plutôt cool à voir. Moi j'ai bien aimé, c'était avec le ballet du Capitole de Toulouse. Et voilà, j'ai trouvé ça très bien, je me sens trop mignon. Et c'était vraiment beau à voir aussi. Et du coup, comme je pense que c'est trop long, je te retrouve dans une seconde partie où je vais te parler un peu plus de séries, films et bouquins.